Alors, on va faire donc un peu le bilan boursier, enfin, même si l'année n'est pas finie, hein, on sait que beaucoup de choses peuvent changer, il suffit d'un tweet pour changer beaucoup de choses, une signature d'accord, il peut se passer beaucoup de choses. Mais vu d'aujourd'hui, 19 novembre, on va essayer de dresser un bilan, d'abord avec une vision un petit peu macroéconomique, plutôt économique, et qui va nous amener sur les marchés. Alors, donc quel est le contexte mondial aujourd'hui? La première chose, donc le PIB est attendu en baisse cette année. Le PIB mondial est attendu en baisse à 3%, après des années où on était monté jusqu'à pratiquement 4%. Et cette baisse de croissance, elle est liée pratiquement à tous les secteurs géographiques. La Chine, le premier, hein, puisque les derniers chiffres du PIB qui étaient il y a encore quelques années à 7-8%, les derniers chiffres sont à 5,4%. L'Europe, on est autour de 1, 1,5%, avec une Allemagne qui est au bord de la récession. Les derniers chiffres de PIB trimestriels sont sortis à 0,1%, et une Amérique qui caracole un peu en tête, et qui aurait fait, on le verra après, et qui aurait fait certainement mieux si la gestion de la Fed, c'est une opinion personnelle, hein, si la gestion de la Fed, en particulier au niveau des taux, avait été un peu plus réaliste. La deuxième chose qui va avec évidemment la baisse de la croissance du PIB, c'est la production industrielle, qui est en baisse depuis 2 ans, et qui est en baisse à peu près partout également dans le monde. Et les indicateurs de production industrielle sont à peu près partout passés dans le rouge. Et évidemment, la conséquence de ces 2 éléments, donc un commerce mondial qui stagne et qui même est en train de reculer légèrement. Et là, on va se poser véritablement la question, est-ce que l'on n'est pas à la fin d'un processus qui était le processus de mondialisation, et qui a permis, alors avec évidemment beaucoup de soubresauts sociaux, qui a permis au monde, à la production mondiale, de croître pendant 20 ans. Là, on s'aperçoit que le système, le processus, il est véritablement grippé. Et donc le dernier point à retenir, c'est l'inflation. L'inflation qui est plus que largement maîtrisée, parfois un peu trop, puisque pas mal de pays, en particulier les pays européens, sont sur des niveaux autour également de 1%, ce qui est insuffisant, ce qui est aussi le parallèle avec un manque de croissance. Et puis des pays émergents qui, eux, au contraire, sont dans une situation un petit peu compliquée, qui ont des productions, des PIB qui sont largement en baisse, et avec des inflations qui sont très importantes. Alors bon, tout le monde a entendu parler du Venezuela, a entendu parler de l'Argentine, et il y en a d'autres qui sont dans ce cas-là. Donc un contexte mondial qui est sur une baisse de la croissance, qui est sur une baisse de la production. Donc c'est un schéma qui vient depuis plusieurs années. Alors, les faits marquants sur l'année 2019. Alors, il y en a 3 qui aboutissent au 4e. Le premier, c'est évidemment la guerre commerciale sino-américaine, et qui date en fait de janvier 2018. Mais aujourd'hui, on le verra, les marchés ne vivent et ne réagissent pratiquement qu'à ça. Il y a quelques jours, il y a eu des sorties de statistiques de PIB qui étaient négatives, d'inflation qui n'était pas favorable. Par contre, il y a eu un tweet comme quoi il y avait un espoir de signature de la phase 1 entre Chinois et Américains. Et les marchés ont ouvert en gap haussier. Donc on a un décalage aujourd'hui entre une réalité de marché, une réalité de situation économique et un comportement. On verra les charts après. Le deuxième point que l'on verra, donc, c'est l'action des banques centrales, qui interviennent depuis des années, qui interviennent de manière extrêmement importante, et notamment la Fed et la BCE. Le recul de la croissance mondiale, on en a parlé, et puis on finira par ce que j'appelle ce phénomène de complaisance.
Alors, on va commencer par, donc, je vais vous montrer deux graphiques. Alors, tous les graphiques que je vous propose sont en hebdomadaire. Et là, c'est un graphique donc, du S&P 500 qui est depuis le début 2017. Alors, depuis cette période, donc on était, vous voyez, le S&P, il montait, on était en croissance importante. Et je vous ai mis ici, donc, premier moment, et là, il se voit, c'est le 22 janvier 2018, quand le président Trump commence à parler de taxation de produits chinois. Et là, les marchés ont été quasiment figés par cette annonce, parce que personne ne l'attendait. Et donc, les marchés ont reflué pendant à peu près 3 mois, et puis on a commencé à évoluer au gré des annonces, des négociations, des tweets, on est remonté jusqu'en octobre 2018, et on verra que là aussi c'est un moment qui a été un moment de basculement important. On le verra au niveau des taux d'intérêt, on le verra au niveau d'une période où les négociations ont été compliquées, et on le verra octobre, où sont sortis les premiers résultats d'entreprises, notamment aux États-Unis, qui commençaient à intégrer les incertitudes liées en particulier donc à ce conflit et à une espèce de tétanisation de l'économie. Donc on a une grosse période de baisse jusqu'à la fin de l'année 2019. On verra les conséquences, enfin, on verra en parallèle ce que donnent les taux d'intérêt. Et puis, depuis le début de l'année, à la fois sous l'impulsion de taux d'intérêt long terme bas, le début un petit peu de mars-avril de taux d'intérêt négatifs en Europe, hein, on ne parle pas aux États-Unis, en Europe, on s'arrêtera 2 minutes pour l'explication de pourquoi des taux négatifs. Et puis, on a depuis le début de l'année un long rallye dans une période où les résultats des entreprises non seulement ne progressent pas, mais régressent légèrement. Je dis bien que légèrement, parce que je trouve qu'il y a véritablement une adaptation de l'ensemble des entreprises mondiales à une situation de baisse de la croissance. Donc les résultats des entreprises baissent, mais baissent finalement relativement peu. Par contre, la croissance elle-même, on l'a vu, elle baisse, et les bourses, pratiquement partout, presque partout, montent. Et on verra, c'est l'introduction à ce que j'appelle, et qu'on développera tout à l'heure, du phénomène de complaisance. Alors, si on a un S&P qui, quand même, a fière allure, hein, on est quand même passé de 2300 à 3200 aujourd'hui, en 2 ans et demi. Donc, le S&P est monté de quasiment 50% en 2 ans. L'économie n'a pas progressé de 50%, les résultats des entreprises n'ont pas évolué de 50%, donc il y a un problème. Alors ça, c'est les États-Unis. Par contre, là, je vous ai mis à peu près le même graphique, il remonte même un petit peu en avant, sur le Shanghai Composite. Alors, en Chine, il y a 2 indices boursiers. Il y a le Hang Seng, qui est la bourse de Hong Kong, mais comme vous le savez, depuis quelques mois, cette bourse est quand même largement, l'influence de ce qui se passe à Hong Kong a des conséquences. Donc on sort un peu du schéma, je dirais, normal, du fonctionnement d'une bourse normale. Donc là, vous avez donc le Shanghai Composite, qui est l'indice de la bourse de Shanghai, donc qui est un des principaux indices chinois. Et là, j'ai mis la même date, le 22 janvier 2018, première annonce, et là, ce n'est pas un petit décalage que l'on a, puisqu'on passe très rapidement, on passe en quelques mois, on passe de 3600 à 2400, c'est-à-dire que l'on perd 30 à 35% de capitalisation des entreprises chinoises. On a un moment de retour d'espoir au mois d'avril où là tout allait bien entre les belligérants commerciaux, donc il y a un espoir, donc on a un mouvement de correction, mais ça ne passe pas. Je vous ai mis en vert la moyenne mobile à 200 périodes, qui est en analyse technique un élément important. C'est véritablement le mode de comportement ou d'appréciation par rapport à l'actif sur une longue période. Sur le S&P, on ne l'a quasiment pas vu, la MM200. Elle est complètement en dessous. Et là, vous voyez que sur la bourse chinoise,
eh bien, on est en dessous du MM200. Donc, aujourd'hui, si on devait, en termes boursiers, déclarer le vainqueur d'autres phénomènes qui jouent entre les États-Unis et la Chine, entre guillemets, il n'y a pas photo. Bien entendu, il y a d'autres phénomènes qui jouent, évidemment. Hein. Il y a la situation politique de la Chine, on y reviendra aussi tout à l'heure, parce que moi j'ai une vision qui est un peu iconoclaste de la situation et que je vous indiquerai à la fin. Donc, le schéma chinois, en plus du schéma de mondialisation dont on a parlé, le schéma de fonctionnement de la Chine, aujourd'hui, est certainement remis en question. Pendant très longtemps, on disait, oh là là, il faut un taux de progression du PIB de l'ordre de 7%, sinon on va arriver sur des problèmes sociaux. Alors on est descendu en dessous, on est à 5,4. Alors s'il n'y a pas de problèmes sociaux en tant que tels, il faut quand même observer, et on y reviendra, ce qui se passe aujourd'hui à Hong Kong. Et ça, c'est peut-être le début de quelque chose. On peut tout à fait imaginer le schéma qui est de dire, est-ce que Hong Kong 2019, est-ce que ce n'est pas Berlin 1989? Est-ce que l'on n'est pas à la veille d'un changement dans le modèle chinois je me demande même si l'objectif caché du président Trump dans toutes ces négociations avec la Chine n'est pas d'arriver à des accords. Il y aura des accords, sur les denrées agricoles, mais qu'il y ait un accord au niveau de la protection de la création, ça, je n'y crois absolument pas, ce serait catastrophique pour la Chine. Donc on peut se demander si finalement l'objectif du président Trump, c'est pas tout simplement de faire tomber le régime chinois. Ça, c'est une opinion personnelle. Alors, en plus donc des problèmes sino-américains, il y a le problème. Il marche pas? Il marche? Si? Il marche? Ah bon, c'est moi qui ai entendu. Donc il y a un deuxième gros élément qui a joué sur les marchés cette année, et depuis des années d'ailleurs, c'est l'influence des banques centrales. Alors, là vous avez le rendement des obligations d'État américaines à 10 ans. Alors, quand on regarde sur une période qui a été assez longue, on a été sur une phase d'abord de correction et sur une phase croissante. Une croissance qui allait avec une montée des taux d'intérêt court terme décidés par la Fed. La Fed craignant une surchauffe de l'économie américaine dans une période où la croissance mondiale baissait, mais elle craignait une surchauffe de l'économie. Et alors que les taux d'intérêt, l'inflation américaine était supérieure aux 2%, qui était l'objectif de la Fed. Mais crainte d'une surchauffe. Donc, on monte les taux d'intérêt court terme. Donc, les taux d'intérêt long terme, eh ben, ils suivent. Ils suivent pour laisser l'écart, on verra l'écart entre le 2 ans et le 10 ans, afin de laisser une prime de risque pour les gens qui prennent une position à 10 ans plutôt qu'une position à 2 ans. Donc, dans un premier temps, les taux long terme, ils montent. Et ils montent jusque vers 3,25, 3,30. Et là, inquiétude. Parce que, arrivé à ces niveaux-là, l'incidence sur la croissance commence à être très forte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la montée des taux d'intérêt long terme est négative pour l'investissement des entreprises. 2, étant négatif pour l'investissement des entreprises, c'est négatif pour les comptes et aussi pour les comptes de résultats. Donc, une partie des investisseurs commence à se détourner des actions. Et on a vu tout à l'heure, sur le S&P, d'octobre à décembre 2018, a beaucoup baissé. Ça veut dire que les flux financiers quittaient les actions pour aller se mettre au chaud à 3,20 à 3,30 sur du bond à 10 ans. Et ça, c'est... moi, je considère que, à titre personnel, là aussi, que c'est une erreur majeure de la part de la Fed, qui en fait a joué avec un coup de retard. C'est-à-dire, au moment où la croissance mondiale baissait, elle montait les taux d'intérêt. Alors évidemment, ce qui s'est passé,
Ben, c'est que la croissance américaine a commencé à baisser, que les flux d'argent ont quitté partiellement les actions pour aller se réfugier sur l'obligataire, et on a donc cette montée à 3,20, 3,30. Et là, inquiétude. Donc, qui dit inquiétude dit, eh ben, à ce moment-là, on achète du dollar. Donc, on achète de l'obligation américaine, puisque globalement, elle donne de bons rendements. Les actions plongent, enfin, baissent de l'ordre de 15%. Donc, on est à 3, 3,5, tranquille, sur 10 ans. Donc, on achète du dollar, le dollar monte, en achetant de l'obligation américaine, on achète du dollar. Donc, ce qui est négatif aussi pour l'économie américaine, puisque ça freine les exportations. Donc, tous les éléments sont allés dans un sens où l'action de la Fed a en fait cassé le processus de croissance au niveau des États-Unis et par voie de ricochet, mais on verra que l'Europe c'est un peu différent, en Europe. Donc, flux énormes qui vont vers les obligations américaines. Donc, résultat des courses, eh ben, les rendements baissent. Et les rendements n'ont fait que baisser depuis octobre de l'année dernière jusqu'à octobre de cette année, où on est passé de 3,20 ou 3,30 à 1,40. Et puis ce qui s'est passé également, là vous avez une courbe qui est fait qui s'appelle donc le spread entre le 10 ans et le 2 ans américain. Donc en fait c'est la prime de risque. C'est l'écart entre le rendement à 10 ans et le rendement à 2 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné cet été? C'est que le rendement à 2 ans est passé au-dessus du rendement à 10 ans. Alors ce qui est complètement à l'envers. C'est-à-dire que pour prendre des risques à 10 ans, on vous pénalise plutôt que ne pas prendre de risques à court terme. Donc on s'est retrouvé pendant une période avec ce qu'on appelait un retournement des taux, et les économistes nous ont rappelé que chaque fois qu'il y a eu ce type de retournement, dans les 6 mois qui ont suivi, le pays en question était rentré en récession. Et là, la Fed a commencé à prendre peur, à vraiment prendre peur. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? En 2 fois, au mois de septembre et au mois de novembre, il y a quelques jours, donc elle a rebaissé ses taux. Donc en fait, elle court après l'histoire. Elle court après l'histoire, et en fait, l'action de la Fed a été très négative pour moi, par rapport à la croissance mondiale et la croissance américaine. Alors, on peut aussi imaginer le pourquoi. Parce que la Fed, c'est quoi? La Fed, contrairement à ce que beaucoup de monde pense, c'est pas un organisme d'État du tout. La Fed est totalement indépendant du pouvoir fédéral, totalement indépendant des États, et la Fed n'est ni plus ni moins qu'une société de droit privé qui a été fondée en 1913, à une période où les banques américaines ont pris le pouvoir par rapport à l'État fédéral sur la monnaie et sur une partie de l'économie. Alors, les actionnaires, donc la Fed a un bilan comme toute entreprise, et les actionnaires de la Fed, ce sont les grandes banques américaines. C'est Citigroup, c'est Bank of America, c'est HSBC, c'est Morgan Stanley, et il y a même Barclays qui est actionnaire. Donc, on peut tout à fait imaginer que, au sein des réunions du board, quand il s'agit de monter les taux d'intérêt, tous les banquiers sont d'accord. Par contre, quand il s'agit de les baisser, là, ça commence à faire un petit peu mal à leur propre compte d'exploitation. Donc c'est pour ça que le schéma de baisse des taux aux États-Unis a pris beaucoup de retard par rapport à la réalité économique. Mais pendant ce temps, malgré tout, le S&P a continué à monter. Par contre, le même schéma banque centrale en Europe, alors là, est radicalement différent. Là, vous avez le rendement donc, du Bund, le rendement des obligations allemandes, et là, je vous ai mis le zéro. C'est-à-dire que depuis le mois de mai-juin, si vous voulez acheter une obligation allemande, il va falloir donner de l'argent. C'est-à-dire qu'on va vous rendre moins, si vous voulez aller au bout, on va vous rendre moins que ce que vous avez mis à l'origine.
Alors, taux négatif, alors on va pas s'attarder là-dessus, mais je veux quand même un peu expliquer le mode de fonctionnement et le pourquoi on est arrivé sur les taux négatifs. Il y a quelques années, à la suite de la crise grecque, à la suite d'une croissance en Europe très faible, d'une inflation très faible, Mario Draghi a décidé de faire comme avait fait la Fed quelques années auparavant, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle un quantitative easing. C'est-à-dire de racheter, notamment auprès des banques, les obligations d'État de qualité théoriquement bonne, mais la BCE ne publie pas l'état de ses risques, ne publie pas le portefeuille d'obligations qu'il a racheté. L'objectif étant de ramener des liquidités auprès des banques, de manière à ce que les banques les réinjectent dans l'économie. C'est rajouter à ça des processus comme à court terme, le MRI et le LTRO à plus long terme, de manière à aider et à faciliter les prêts auprès des banques et de faciliter également la liquidité interbancaire. Et là, les taux de la BCE, eux, sont allés en permanence en diminuant. Les banques ont moyennement joué le jeu. Et puis il s'est produit le phénomène suivant. Elles ont effectivement vendu à la BCE les obligations, beaucoup d'obligations qu'elles avaient en portefeuille, donc se sont retrouvées avec des liquidités considérables. Et ces liquidités, on en fait quoi? Et en fait, pendant 2 ou 3 ans, les banques les ont laissées dormir à la BCE et les ont peu réinjectées au sein de l'économie. Et c'est pour ça qu'il y a 1 an à peu près, il y a un peu moins d'1 an, la BCE a décidé de pénaliser les banques, c'est-à-dire de donner à leurs réserves non obligatoires, un taux d'intérêt négatif. C'est-à-dire que les banques qui devaient, si elles choisissaient de laisser en dépôt au-delà des réserves obligatoires liées du fait des traités, qui elles sont rémunérées à 0, eh bien, elles devaient payer 0,4%. Donc les banques, depuis, ont essayé plutôt que d'être rémunérées d'abord à 0, puis à moins 0,4, à essayer de trouver des placements pas trop risqués. Alors, l'immobilier a été un élément qui a été dans ce sens-là. Les taux baissant, il y a eu de plus en plus de ménages qui ont retrouvé de la solvabilité. Et donc, les taux, comme il y a eu une demande, mais une quantité de liquidité absolument considérable, et bien les taux d'intérêt, vous l'avez vu sur l'immobilier, ont baissé. Les banques essayant de placer le maximum de leur liquidité au taux pas trop idiot. Et puis, le gouvernement allemand, il n'est pas plus idiot que les autres. Il a vu qu'effectivement, on contrebalançait entre une forme d'inquiétude d'une conjoncture qui n'était pas énorme. Donc, le gouvernement allemand a commencé à baisser lui-même l'offre de taux au niveau de ses obligations. Et petit à petit, donc tous les 10 ans européens ont tous baissé, et bien jusqu'au moment où ils passent négatifs. Donc la première fois, la Banque centrale allemande a tenté effectivement une offre à un taux négatif, surprise du marché, mais la partie qui était proposée à taux négatif a été prise 10 fois. Donc on a continué à baisser. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à des systèmes de taux négatifs qui sont forcément défavorables pour l'ensemble de l'économie. Pas que pour les banques, pour l'ensemble de l'économie. Alors là, on est depuis 2-3 mois sur une consolidation. Les taux remontent un petit peu, mais vous voyez, le taux allemand, il est quand même encore à moins 0,3. Donc ça, c'est un élément qui accompagne une situation économique maussade et une croissance faible. Et le vainqueur de tout ça, c'est évidemment le dollar. C'est le dollar, puisque les Européens proposent des taux négatifs et les États-Unis proposent des taux entre 1,5 et 2,5%. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a acheté du dollar
Et voilà le dollar qui est monté, et ce qui a entraîné les prises de bec entre le président Trump et M. Powell. Le président Trump, trouvant un peu à juste titre qu'un dollar aussi élevé et des taux aussi élevés allaient dans le sens contraire de la progression de l'économie américaine. Bon, là, on a vu donc la croissance mondiale, donc cette année, elle est attendue en baisse à 3%. Alors ça, c'est des courbes que j'ai pris au sein, c'est dans les publications du FMI. Hein. Donc on est effectivement, depuis des années, hein, depuis 2011, on est passé de 4,3 à 3, qui montre la baisse de cette croissance. Et la baisse du commerce mondial. Donc on voit la diminution, c'est-à-dire que depuis cette année, le commerce mondial est en baisse. Ce qui fait dire aussi aux économistes, n'est-on pas à la fin d'un cycle qui a été le grand cycle de la mondialisation depuis 20 ans. Et cycle qui a énormément profité à la Chine et par voie derrière aux économies des pays plus sous-développés et de l'Asie. Donc on est aujourd'hui, fin 2019, à une période un petit peu charnière, et où eh bien, il y a des risques. Il y a des risques qui est ce que j'appelle en fait ce risque de complaisance. C'est-à-dire que la croissance baisse, le marché mondial baisse, les échanges mondiaux baissent, et par contre, quand vous voyez les bourses, elles ne font que monter. On était, là, j'ai pas regardé cet après-midi, mais ce matin, le CAC était à deux doigts de toucher les 6000. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé depuis. Le S&P est à 3002. Et là, je vous ai mis là, une courbe qui est, alors que certains doivent connaître, qui est le VIX, qui est un peu ce qu'on appelle l'indice de la peur, et qui est un indice de volatilité des options sur le S&P. Ce qui veut dire que quand le VIX est bas, comme il est actuellement aux alentours de 12%, ça veut dire que les investisseurs ne se couvrent pas. C'est-à-dire qu'ils sont en position, ils ont des options sur le S&P et ils ne les protègent pas. C'est-à-dire qu'ils ne ressentent aucun risque. Alors, ça peut monter très vite. Mais on est sur véritablement des niveaux historiquement excessivement bas et qui sont un peu anormaux par rapport à une situation qui, elle, est plutôt incertaine, avec beaucoup d'argent sur le marché, et donc on a l'impression que toute cette masse, il faut bien qu'elle se place quelque part. Et on a l'impression que tout monte parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le circuit économique, et qu'il faut bien que cet argent aille quelque part. Et c'est ce qui me fait un peu, en conclusion, poser la question. Donc on a un schéma de la mondialisation porteuse de croissance depuis 20 ans qui atteint ses limites, mais les marchés continuent sur leur lancée, afin de recycler la masse énorme de monnaie créée par les banques centrales. Donc je me pose la question, est-ce que l'on n'est pas dans une bulle sur les marchés actions? Donc la croissance des résultats des entreprises est stoppée comme le commerce mondial, et on monte. Bulle obligataire, c'est clair qu'on est sur des taux d'intérêt extrêmement bas. Si demain les taux d'intérêt montent ou remontent gentiment, la valeur des obligations va s'écrouler. Et on sait que le marché obligataire, en termes de volume, est le premier marché au monde, supérieur au marché action. Si le marché obligataire décroche, là, il va y avoir de gros dégâts. Et puis, bulle immobilière qui est liée au taux long terme. Voilà. Donc, un peu cette première partie. Je vous remercie.